Bienvenue au Château de Versailles pour cette émission spéciale. On va vous montrer tout ce qu'il y a de nouveau, les rénovations, les spectacles, les promenades, enfin tout ce qu'on peut faire un été à Versailles. Ça s'appelle d'ailleurs un été à Versailles. Et vous voyez que parfois, l'été, il pleut aussi. Denis Verdier-Magnaud, vous êtes le directeur du développement culturel du Château de Versailles, de l'établissement du Château de Versailles. Alors, c'est vrai qu'on a vécu une période un peu compliquée avec la crise sanitaire, que le Château de Versailles a vécu une période un peu compliquée. Il y avait à peu près combien 8 millions de visiteurs chaque année? Oui, 8,5 millions de visiteurs, encore 2019 qui a été l'année un peu exceptionnelle. Ouais. Sur une dizaine de millions pour tout le parc, quand on compte 8,5 millions de visiteurs, en fait ce sont les gens qui visitent le château, les jardins, les Trianons, les écuries. Oui. Et donc, évidemment, 2020, avec la crise sanitaire, ça tombe. Bien sûr, forcément. Bien sûr, ça a même été un vrai choc, très, très violent. On est à peu près à 20% aujourd'hui de ce que nous avions avant la crise sanitaire. Et grâce, bien sûr, au public français, très majoritairement, parce que même si Versailles a toujours été visité de façon importante par le public français, mais nous n'avons plus qu'eux aujourd'hui. Voilà, il n'y a pas les touristes étrangers. Pas encore. On commence à les sentir arriver. Ouais. Alors, par chance, si je puis dire, il y a eu un élan de solidarité qui s'est fait jour. Il y a des donateurs, des... Absolument. Versailles a pu profiter en quelque sorte de cette triste période pour accélérer son mouvement de travaux, d'entretien, de restauration importante, qu'il s'agisse du cabinet du roi par exemple, qu'il s'agisse des salles napoléoniennes que nous venons d'ouvrir. On ira les visiter tout à l'heure. Très bien, on ira voir ça. Mais également d'autres espaces qui sont en finition de restauration comme les appartements intérieurs de la reine et puis également à Trianon, la maison de la reine avec ses fabriques autour, dont le boudoir qui vient d'être récemment réouvert. C'est ça, c'est-à-dire que vous avez un peu, pas profité parce que le mot n'est pas le bon, mais enfin, vous avez utilisé ce moment pour des restaurations absolument formidables. C'est ça. Comment on décide d'ailleurs de ces restaurations? Parce que on va le voir avec le cabinet du roi, c'est des œuvres absolument incroyables, ces restaurations. Ce qui préside un petit peu au choix, c'est des opportunités aussi liées aux mécènes que nous pouvons avoir, qui ont des logiques de préférence, de choix par rapport à leurs orientations propres, qu'il s'agisse d'entreprises ou de mécènes privés. Et donc, c'est aussi l'actualité des acquisitions d'œuvres ou de mobilier qui reviennent dans les collections, qui nous amènent à reconsidérer un espace et à le restaurer pour mettre en valeur l'objet revenu dans ces murs. Alors, il y a ces restaurations, on va en parler, puis on va s'attarder un petit peu sur le cabinet, notamment sur ce cabinet sublime, le cabinet privé du roi. C'est un endroit formidable parce que c'était au fond, on parle du roi, de la cour, etc. Mais c'était là où le roi passait le plus de temps. C'est exact. C'est vraiment au cœur du château et c'est un lieu de vie très important à partir du règne de Louis XV. Louis XIV n'avait pas le même usage de la vie professionnelle puisqu'il n'avait pas de bureau. Louis XV fait véritablement installer ce bureau et juste à côté un cabinet des dépêches, un cabinet de travail pour le personnel qui travaillait directement avec lui. Et puis on parlera aussi de Napoléon. Napoléon à Versailles, c'est une histoire assez intéressante, parce qu'il ne peut pas résider à Versailles, parce que c'est le symbole de l'Ancien Régime. Le poids d'image. Mais il s'y intéresse quand même. Absolument. Il a d'ailleurs tout à fait imaginé un temps, finalement, s'y installer, mais sans s'installer aux mêmes endroits que la vie de cour d'Ancien Régime, effectivement. D'ailleurs, on a des tissus, on a tout un ameublement qui pourrait être installé, qui avait été commandé. Malheureusement, Napoléon, son règne a été écourté, il n'a pas eu le temps de mettre ce projet à exécution. Mais il regardait Versailles. Absolument, absolument. Et il a d'ailleurs vécu pour ses travaux de préaménagement au Trianon. Comme vous le savez, il y a un petit appartement de l'empereur qui est très intéressant à découvrir pour découvrir l'intimité de Napoléon et voir comment il vivait dans ces espaces. Mais aussi Marie-Louise, bien sûr, au petit Trianon, la nièce de Marie-Antoinette. Donc quelque part, un retour d'histoire très intéressant. Il y a quand même des liens. Absolument. Et puis, alors, je voudrais aussi qu'on parle d'une exposition assez formidable, alors qui a lieu jusqu'en octobre, donc il ne faut pas trop tarder à aller la voir. C'est l'exposition de deux sculpteurs, les Lalanne, je dis les Lalanne parce que c'était monsieur et madame Lalanne. Ils s'appelaient tous les deux Lalanne. Oui, absolument. Leur jeune fille, elle s'appelait Lalanne, lui s'appelait Lalanne. Ils sont mariés. Oui, absolument. Ils sont devenus Lalanne. C'est pour ça qu'on parle du couple Lalanne. Le couple Lalanne. Le couple Lalanne. Alors, c'est des sculptures à la fois
ça tient du surréalisme, ça tient de la mythologie aussi. Enfin, il y a un rapport un peu étonnant dans l'introduction de ces œuvres dans ce domaine des Trianon à Versailles. Il y a une résonance extraordinaire, c'est complètement exceptionnel de voir l'accordance de ces œuvres d'art contemporain installées dans ce décor féerique, bien sûr, des jardins de Versailles, de Trianon. Et en même temps, effectivement, il y a cet enjeu, ce rappel avec l'utilisation de la sculpture animalière qui est très forte chez les Lalanne, de rappel de vie, tel que sous l'Ancien Régime, on pouvait découvrir le Trianon, aujourd'hui impossible à voir, avec des moutons, avec même un ours. Il y a un ours, il y a un singe, il y a des choses assez effectivement. Le chou absolument, qui est une des œuvres les plus connues des Lalanne. Et la pomme. Et la pomme, absolument. Et c'est un couple. Alors, c'est assez extraordinaire parce que on va pas parler d'argent, mais les œuvres de Lalanne, ça vaut des millions. Probablement pour ce rapport justement à la facilité de lecture, en quelque sorte, d'interprétation, et que chacun d'ailleurs peut retravailler. En soi, c'était une idée aussi, c'est pas des œuvres figées. Voilà, l'idée c'est que les gens puissent les approprier et s'en faire l'écho qu'ils souhaitent. C'est je pense, l'un des vecteurs de la popularité de ces œuvres qui effectivement sont inestimables. Et je crois que, alors cette exposition, il y avait une promenade de Catherine Pégard, qui est la présidente de l'établissement de Versailles, et de Jean-Gabriel Mitterrand, qui est le galeriste, qui nous a permis de réaliser cette exposition, absolument. C'est formidable d'avoir pu, en quelques mois, parce que ça s'est réalisé en quelques mois, compte tenu des circonstances un peu exceptionnelles, d'avoir pu réaliser ces répartitions d'œuvres dans ce magnifique jardin, avec, je vous dis, cet effet émotionnel très fort qui touche tout de suite les familles, les enfants. Il y a un rapport à l'œuvre immédiat qui est assez étonnant et on essaie néanmoins de faire en sorte, bien sûr, qu'il n'y ait aucun abus parce que ce sont des œuvres d'art. Voilà. Oui, alors c'est à la fois, c'est vrai que vous avez raison parce que les enfants, il faut venir en famille, c'est ça évidemment. Complètement. Et en même temps, ça s'inscrit dans cette tradition qui a été lancée depuis quelques années maintenant de l'art contemporain au château de Versailles. On peut dire qu'on est dans cette continuité, effectivement, d'installation, puisque tout le domaine de Trianon, on va vivre cet été avec différentes opérations, celle-ci étant bien sûr l'opération majeure, mais il y aura également une exposition photo à la fin de l'automne, il y aura également une exposition dédiée et organisée par des publics spécifiques, une association locale qui va permettre à des artistes handicapés de faire une exposition. Donc c'est un lieu qui vit très régulièrement de manière très distincte et qui est un vrai point de rencontre pour les jeunes à la fois, mais aussi le public en famille et intergénérationnel. C'est vraiment un lieu à la fois pour le public régional, mais aussi un public international grâce à des événements comme les expositions. C'est en cela que l'art contemporain à Versailles est très intéressant. Absolument. Parce qu'il ouvre la porte à des publics qui n'ont pas forcément l'idée de venir trouver ce type d'exposition dans un lieu comme Versailles. D'ailleurs, on parlait des 8,5 millions de visiteurs traditionnels, qui dans les années normales viennent à Versailles. Mais c'est pas un seul blot, quoi. Il y a des publics très différents qui ont des visites très différentes et des goûts. Alors il y a la culture, il y a le jardin, il y a des dizaines de choses, des expositions, des dizaines de choses à faire. Et c'est des publics un peu différents d'ailleurs. Absolument. On a une composante de public qui est à 70% dans les temps ordinaires composée de visiteurs étrangers, 30% de visiteurs français. 30% sur 8,5 millions, vous représentez tout de suite le chiffre que ça fait, c'est très important, le volume des visiteurs français. Et là-dedans, on a des segmentations très différenciées. Bien sûr, on a un public de groupe, on a des publics d'associations, puisque nous avons une société des Amis de Versailles qui représente beaucoup de publics réguliers, mais aussi une carte développée par le site lui-même qui s'appelle Un an d'abonnement à Versailles et qui vous permet en 2 visites de grandes eaux, par exemple l'été, d'avoir amorti votre carte et en même temps de poursuivre la découverte culturelle de ce lieu pendant toute l'année sur différents événements, des rencontres, des débats, des visites conférences, etc. Et ça ouvre le champ également à des avantages pour découvrir d'autres activités dans le parc, parce que le parc c'est aussi pour vous. C'est très important. La fidélisation du public, c'est très important. La carte Nain à Versailles, la carte duo, la carte solo, c'est 19 000 personnes qui viennent régulièrement toute l'année contribuer aussi également par cet effort-là à l'entretien du domaine, parce que c'est sa notoriété qui le pousse et sa reconnaissance. Mais c'est notre rôle aussi, c'est notre mission de service public de faire
connaître ce lieu à tous les publics. Et c'est la raison pour laquelle, vous le soulignez, vous avez raison, nous accueillons énormément également de publics éloignés des musées par le tissu associatif, avec des relais culturels que nous formons et qui, avec des associations, nous amènent des publics qui ne se sentent pas pouvoir venir par eux-mêmes facilement dans un lieu muséal, patrimonial tel que Versailles. Il ne faut pas être impressionné par Versailles. Il ne faut pas être impressionné par Versailles. On va trouver quelque chose Bien qui sûr, va vous Versailles, plaire. c'est pour tout le monde, c'est universel. Et Ouais. il faut absolument pouvoir en faire profiter le plus grand nombre. Et puis c'est notre histoire. Alors, vous n'avez pas chômé, si je peux dire, pendant cette période difficile, compliquée. Et notamment, donc, on parlait des rénovations. Si vous pouvez nous faire visiter le cabinet privé du roi. Ah bah avec plaisir, ce sera une belle rencontre, vous allez voir. On y va alors. Denis Verdier-Magniot, nous sommes là dans ce qu'on appelle le cabinet d'angle du roi, hein, c'est ça? Absolument, c'est bien ça, le cabinet de travail du roi, tout à fait. Alors c'est Louis XV, hein, c'est pas Louis XIV. Absolument, c'est Louis XV qui fait installer cette pièce et d'ailleurs le décor de la pièce elle-même vous le montre. On est dans une période de transition du style baroque grand genre à la française de Louis XIV vers le style rocaille. Et vous notez, c'est tout l'intérêt de cette pièce, hein, c'est ça qui en fait… Qu'est-ce que c'est? Pardon, vous parlez, on dit c'est ça, c'est un décor rocaille. C'est quoi le style rocaille? Ah, le style rocaille, c'est ce que vous voyez là sur les boiseries, c'est-à-dire ces entrefilets de feuillage très fins, beaucoup plus raffinés, ces impostes centrales avec ces figures de poutis. Vous regardez également la frise que vous avez. Là, on est vraiment dans le décor Louis XIV, vous voyez, avec les couronnes fermées, les lauriers, etc. Ça, c'est vraiment un style plus massif, plus fort. Hein. Alors que le style rocaille que vous avez sur les panneaux et qu'on voit sur les pièces attenantes, eh bien, c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus aérien, avec des guirlandes de fleurs. C'est un style beaucoup plus enlevé, on va dire, tout en étant très raffiné. Hein. Donc ce cabinet d'angle du roi, c'est le bureau de Louis XV. C'est le bureau de Louis XV et en fait, on en a le témoignage avec cette pièce exceptionnelle, hein, qui fait partie des trésors du mobilier français et il vient d'être entièrement restauré. Vous retrouvez là, regardez l'éclat des bronzes dorés, des boiseries qui ornent ce meuble. C'est extraordinaire de le voir, je le vois revivre moi, hein, quand on voit les décors d'amarante de feuillage sur les panneaux, ça c'est la restauration qui l'a permis. Avant c'était très estompé. Et oui, parce qu'avec les vernis, malheureusement, avec le temps, ça s'était estompé. Mais comment on fait alors alors, d'abord, il y a une organisation qui dépend des musées nationaux qui s'occupe de cette Alors tout à fait. rénovation, Cette restauration, c'est une restauration exceptionnelle qui est faite par le C2RMF, une appellation comme ça, acronyme un peu difficile à comprendre, mais en fait c'est tout simplement le grand centre de restauration du mobilier français, des musées nationaux et du mobilier français, le mobilier national français, qui permet de restaurer dans le strict respect bien sûr qualitatif des œuvres. Ce meuble il a été entièrement démonté, le bureau à cylindre a été ouvert, toutes les parois ont été démontées, réalisées, totalement restaurées et remontées ensuite jusqu'au bronze bien sûr dont on voit là qu'ils ont été entièrement repris. C'est combien de corps de métier pour, je ne voudrais pas… non, parce que je ne sais pas exactement, mais effectivement, là on a des bronziers qui sont intervenus, on a des ébénistes d'art, on a des menuisiers pour la carcasse au départ, mais on a aussi des serruriers ferronniers parce que ce bureau à cylindre comporte à l'intérieur des mécanismes secrets qu'il a certainement fallu remettre dans leur état. Et c'est un agrégat, vous avez tout à fait raison de le souligner, de compétences et de savoir-faire qui traduit un tel niveau de qualité de restauration. Parce que c'est exceptionnel, quoi. Là on le retrouve tel que Louis XV le connaissait. Découvert, et je dis bien toute la pièce en fait, parce que c'est ça qui est un peu exceptionnel dans la chance que nous avons eue avec cette période, c'est que tout a été restauré. Que ce soit les meubles de Gaudreau que nous avons là, les médaillés, que ce soit les panneaux de salle qui ont été entièrement démontés, entièrement retraités et reposés, absolument. Là vous êtes dans un cabinet, la cheminée elle-même qui a été également reprise, tout ce que vous voyez là a été restauré. Et c'est ça qui est très rare dans les restaurations. Souvent on va restaurer des parements, ou un parquet, ou un meuble, mais tout ensemble, en même temps. Et c'est ce qui donne cette illusion. Quand on rentre dans cette pièce, on a le sentiment que les fournisseurs, marchands merciers, viennent et les ébénistes viennent de le livrer au roi et le lui font découvrir. C'est ça qui est exceptionnel et que je souligne quand j'ai l'opportunité de faire ce type de visite, parce que c'est rare, c'est excessivement rare d'avoir une harmonie comme ça de restauration en même temps. Je pense que notre mécène, Rolex, a dû être très enthousiaste à cette idée de pouvoir recréer
Il a fallu trouver un mécène. Bien sûr, c'est toujours le gros travail. Autant nous vivons de nos ressources quand nous avons une fréquentation normale pour ce qui est des dépenses de l'ordinaire, du quotidien, le personnel, les charges d'entretien, de maintenance. Mais par contre, des pièces de restauration, l'État aujourd'hui n'a plus les moyens de pouvoir assurer de si grands projets et ce sont des mécènes qui nous permettent effectivement de les réaliser. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le public peut venir, qu'il y a des visites guidées absolument. Qui sont organisées. On peut venir, parce que là, jusqu'à présent, on n'y venait pas ici. Alors, on y venait, c'est vrai qu'on y venait sur des visites conférences, ce sont des espaces limités. On n'est pas sur les mêmes fréquentations que le grand appartement, 4,5 millions de gens qui parcouraient jusqu'en 2019 les grands appartements. Ici, c'est 250-300 000 personnes maximum qui viennent par an. Sur le principe des visites conférences, effectivement, des visites guidées, où des conférenciers des musées nationaux peuvent présenter différents aspects de ces lieux, puisqu'on est dans un appartement avec une trentaine de pièces, où l'on peut évoquer les différents usages de l'appartement du collectionneur de Louis XIV à son origine, jusqu'aux appartements aménagés successivement par Louis XV, puis Louis XVI, qui vont apporter des modifications aux règles de vie et d'étiquette qu'avait instauré Louis XIV, mais qui n'étaient plus en correspondance avec l'évolution des mentalités et des mœurs au XVIIIe siècle, et donc dont ce cabinet de travail a le reflet très important. Dont le fait que le roi est un bureau. Absolument, absolument. Avec c'est moderne dans la... Complètement, dans sa conception, c'est tout à fait exceptionnel. Qui est aussi aujourd'hui le président de la République a un bureau, donc oui, bien sûr, c'est le même usage. C'est le même usage. Nous avons tous aujourd'hui des bureaux dans nos activités professionnelles. Peut-être moins beau que celui-là. Mais un peu moins beau que celui-là, ça certainement. C'est une pièce, comme je vous le disais, tout à fait exceptionnelle. Regardez le travail de marqueterie, la finesse de réalisation, et les toutes faces. Il n'y a pas une face qui ne soit pas travaillée. Très admiratif du travail qui a été fait justement par tous ces artisans. C'est exceptionnel. C'est des artistes même. Une volonté que nous avons au château, avec notamment la création à partir de la rentrée prochaine d'un campus universitaire sur le château, un campus d'excellence des métiers d'art, où nous voulons, pour tous les cycles de métiers, du collège jusqu'au lycée, voire au supérieur, présenter ces savoir-faire, ces métiers aux jeunes, parce que beaucoup n'en ont pas l'idée et ne se rendent pas compte qu'il y a derrière ces travaux-là des métiers passionnants à exercer, à réaliser et à avec faire des vivre. emplois en plus. Et des emplois à la clé, absolument. Et c'est la raison pour laquelle ce campus est installé. Et donc il y aura quoi? Il y aura un campus où on pourra venir se renseigner sur... Absolument. Il va y avoir trois activités un peu distinctes. D'une part, l'information générale, effectivement, qui va y être réalisée. Et puis ensuite, des formations pour les jeunes qui vont se destiner à l'apprentissage, à l'acquisition de ces savoir-faire techniques, mais aussi à des formations pour adultes en reconversion ou des formations d'accentuation professionnelle, justement sur des pratiques métiers très pointues, très fines, pour des gens qui ont déjà des bases, mais qui n'ont pas forcément l'excellence en la matière. Et qui souhaitent même le public peut aller sur... Et bien sûr, il y aura certainement aussi des visites découvertes pour le public, parce qu'il faut faire connaître ces métiers. La France a un vrai potentiel qui n'est pas encore suffisamment utilisé et qui se perd pour certains de ces métiers, malheureusement. Ouais. Donc il faut absolument faire mieux connaître tout cela, en particulier aux jeunes. C'est combien de temps cette restauration? Alors le bureau, c'est très difficile d'apprécier en termes de temps d'heure, mais le bureau est parti plus d'un an et demi au C2RMF pour être restauré, et c'est bien sûr des centaines d'heures. C'est très difficile de donner un chiffre, mais voilà, c'est un an et demi quoi, de travail. Il est immobilisé un an et demi pour avoir réussi ce challenge, absolument. C'est exceptionnel. Et avec l'ensemble, comme on le voit là, l'ensemble, voilà, des parois. Ce que vous dites, oui, c'est ça. C'est pas juste le bureau, enfin le secrétaire, c'est l'unité. Et jusqu'aux fenêtres, parce que regardez, quand vous regardez vos fenêtres, vous voyez que nous avons des fenêtres dorées. Absolument. Toutes les pièces maintenant de l'appartement ont retrouvé leur décor d'origine qui lui redonne tout son lustre. Parce qu'ici, on est véritablement dans l'excellence de la décoration française du XVIIIe siècle. Exceptionnel. Donc venez, là, vous allez pouvoir vous prendre pour Louis XV pendant quelques instants. Pendant quelques instants, au moins en tout cas, être plongé dans l'atmosphère, dans l'atmosphère de l'entourage du roi, absolument. Formidable. Il y a une autre rénovation
ce qu'on appelle l'attique Chimay, c'est ça? C'est ça. Très récemment, nous venons de le réouvrir le week-end dernier au public en général, alors que ça venait d'être ouvert précédemment pour les groupes, comme vous l'avez souligné, pour des visites conférences. Mais nous avons décidé de l'ouvrir tous les week-ends pour le public en général, pour découvrir une autre facette de Versailles. Parce qu'on a tous en tête, bien sûr, le Versailles de Louis XIV, et c'est bien normal, c'est tout de même lui qui l'a lancé. Mais derrière cela, le château a continué à vivre après la Révolution. Et c'est ce que Louis-Philippe, en créant le musée dédié à toutes les gloires musée de l'histoire en France. Voilà. Et en créant ce musée dédié à toutes les gloires de la France, eh bien, il a créé des grandes galeries dans ce qui était autrefois des appartements de cour pour la haute noblesse. Ces galeries évoquent effectivement toute l'histoire de France. Et parmi ces espaces, à l'attique supérieure, donc dans l'aile du Midi, nous avons l'attique dite Chimay. Chimay, pourquoi? Parce que c'est le nom des princes justement qui occupaient ces appartements, la princesse de Chimay, et qui a été transformé en un espace d'évocation qui nous permet de parler, nous, de la Révolution jusqu'à l'Empire, d'un autre personnage célèbre de Versailles, qui n'est autre que Napoléon. Alors c'est vrai que c'était le 200e anniversaire de sa mort. Absolument. Il y a en plus cette évocation. Absolument. On peut y aller? Avec plaisir. Allez. Denis Verdier-Magnou, nous sommes ici dans ce qu'on appelle l'attique Chimay. Ce sont des salles de Napoléon qui sont ouvertes au public le week-end depuis, je crois, le début juillet, depuis le 3 juillet. C'est ça, tout à fait. En fait, on est dans l'ancien appartement de la princesse de Chimay, donc de la famille de Chimay, l'entourage immédiat de Marie-Antoinette. Ah oui, c'était une amie de Marie-Antoinette. C'était une amie de Marie-Antoinette. Et donc, du coup, on est dans une continuité, puisque là, ces salles ont été transformées de la volonté de Louis-Philippe avec la création du musée, comme on le disait tout à l'heure, pour en faire une évocation de toute cette période de la Révolution, d'où la salle dans laquelle nous nous trouvons. Alors là, on est à la Révolution parce que, évidemment, les salles vont de la Révolution jusqu'à l'Empire. Jusqu'à l'Empire, voilà. Véritablement. C'est une collection. C'est pas le directoire, etc. On est le premier musée napoléonien en France, et ça, c'est complètement méconnu, en fait. Et sur des aspects différents. Bien sûr, on pense tous au musée de la guerre, aux Invalides, mais là, on est sur les parties guerrières de Napoléon. Nous, on a toute la vie, il y a galerie des batailles, évidemment. Toutes les conquêtes, mais aussi toute la vie dans les territoires conquis, et aussi, bien sûr, à Versailles, en pendant. Donc, ici, nous sommes dans cette salle dédiée à la Révolution, avec cette célèbre esquisse de David. Tout à fait, c'est une esquisse. Vous voyez, on ne voit que les têtes figurées. Mais c'est intéressant parce qu'on voit tout ce travail anatomique de conception des œuvres, et on ne savait pas trop comment elles allaient être représentées. Finalement, ce n'est pas l'œuvre qui va être représentée dans la salle du Jeu de Paume, que je vous invite par ailleurs à découvrir aussi, la salle du Jeu de Paume, qui est en cours de restauration. On parlait des travaux, elle est actuellement en cours de restauration. Elle va là aussi retrouver tout son aspect d'origine d'ici un an environ. Et donc, les autres œuvres que nous avons dans cette salle évoquent la prise de la Bastille, bien sûr, les grands courants de bataille de la période révolutionnaire, et jusqu'aux personnes célèbres, bien sûr, Robespierre, Danton, Saint-Just, etc. Toutes les grandes figures de la Révolution, absolument. Et puis si on va par là, alors si on va par là, dans ces salles qui ont été restaurées récemment. Alors, on se trouve ici dans les salles, c'est le général Bonaparte, là. Hein. Ah, totalement. Hein. On est passé de la période purement révolutionnaire aux premières œuvres qu'on a vues avec les Lejeune, les tableaux de Girodet, de très belles œuvres. Ici, on rentre véritablement dans la période de campagne du général Bonaparte, qui, sur ordre, va partir à la conquête à la fois de l'Italie, et nous allons aller progressivement jusqu'à l'Égypte. Jusqu'à l'Égypte, voilà. Ces grandes campagnes qui ont fait sa réputation et qui vont quelque part asseoir sa future carrière. C'est les débuts de Bonaparte qui va devenir peu à peu. Tout à fait, généralissime de la période consulaire, avant de devenir lui-même premier consul. C'est ça. Donc là, c'est la campagne d'Italie. Oui, on est d'abord sur ces premières scènes de la campagne d'Italie, avec les passages à Milan, et puis l'arrivée sur Borodino, la continuité ensuite sur la descente italienne. Et ça se fait en 2 temps. Hein. Il fait une première partie de conquête, il revient, il repart. C'est dans notre histoire aujourd'hui, on a la narration exacte. C'est pas une conquête unique, comme ça, linéaire. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Hein. Et ici, on a cette continuité, justement, par les tableaux que vous voyez, des différentes phases de cette conquête qui se déroule jusqu'à l'Égypte, donc que l'on connaît avec les retours, bien sûr, des collections dans
les collections nationales françaises aujourd'hui d'œuvres par Vivant Denon. Absolument. Oui, Denon qui a récupéré beaucoup de choses. Les trésors. Mais c'est aussi ça qui a construit cette épopée. Oui, c'est ce que je voulais vous demander. De la légende napoléonienne. C'est pas que la guerre. Il y a ces tableaux qui sont des œuvres remarquables, mais qui sont aussi un peu une façon de manière de communication, au fond, de communication politique. Complètement. Au fond, On a un communicant hors pair, la personne de Napoléon et de son entourage. Il va instrumentaliser tout ce qu'il fait au service de sa promotion et de sa destinée, de sa gloire, absolument. C'est-à-dire qu'il pense déjà. On pense qu'il le pense déjà, qu'il l'établit déjà. Il ne savait pas forcément peut-être la forme que ça allait véritablement prendre, mais en tout cas, il se dirigeait vers des postes de pouvoir importants, c'est clair. Et après, alors on continue. Évidemment. Et ensuite, on continue avec la prise d'Aboukir, un tableau qui évoque cette période de conquête vers l'Égypte par étapes successives. Par étapes successives, absolument. Et l'Égypte est ici. Et nous la retrouvons également dans la pièce suivante. On est dans la dernière salle de cette antique chimée, oui, c'est ça? Oui, c'est ça. Salle napoléonienne. Et donc on a vu les batailles, c'est-à-dire la construction de la figure politique de Napoléon, si je peux dire, et qui se termine, alors il y aura l'Empire après, bien sûr, mais qui se termine par le Directoire. Et là, voilà. Cette période consulaire, on voit l'Assemblée consulaire, où on voit le premier consul qui siège, qui est devenu Napoléon. On l'a également ici en pied. Et dans cette pièce, toujours avec les évocations, à la fois ici le port d'Anvers, de l'autre côté les batailles toujours avec le jeune. On est dans ce mix de périodes. Voilà, on est dans l'instauration d'un régime et qui n'est pas une mesure facile à mettre en œuvre. Et puis les salles après continuent effectivement leur développement. Après la période consulaire, on va vers l'Empire et on a le reste de l'aile du Midi où les salles se déploient autour des représentations en portrait de la famille impériale, des grands maréchaux sur toute une galerie jusqu'à la fin des représentations avec la célèbre statue de Vela d'un Napoléon âgé après l'exil et on finit cette période napoléonienne à Versailles sur la touche triste que l'on connaît de la fin terrible de Napoléon. Mais c'est vrai que, enfin, c'est pas tout à fait la même chose, c'est pas la même période, mais on a presque une préfiguration avec ce tableau du couronnement par David, non? C'est vrai, vous avez raison, ça peut y faire penser, vous avez raison. Quand on connaît les deux. Bien sûr. Et ça me fait d'ailleurs l'occasion de dire que Napoléon est ailleurs, dans le château, bien sûr, parce que là on fait ces pièces qui viennent d'être restaurées, mais on trouve Napoléon à la fois dans la galerie des batailles, avec les grandes batailles victorieuses, bien sûr, et on le trouve également sur toute l'aile du Midi au rez-de-chaussée. Là c'est ouvert tous les jours, alors qu'ici nous ne sommes ouverts que les week-ends, comme je le disais, n'est-ce pas? Au rez-de-chaussée, on retrouve cette épopée napoléonienne évoquée avec toutes les grandes batailles qu'il a réalisées. Et ça montre à quel point le musée consacre une place très importante à cette période napoléonienne, telle que l'a voulu Louis-Philippe pour évoquer cette histoire de France. Alors, un mot pour terminer, c'est justement sur les relations de Napoléon et de Versailles. Alors, c'est compliqué, c'est une relation compliquée. C'est vrai, c'est une relation ambiguë puisqu'il s'installe à Trianon. C'est le siège de l'Ancien Régime. C'est le siège de l'Ancien Régime, donc c'est très difficile. C'est une image qui va être très difficile à instrumentaliser, on vient de le dire, pour un homme qui a très bien su communiquer et théâtraliser son règne, un peu à l'instar de ce qu'avait fait Louis XIV en son temps, avec d'autres valeurs, d'autres principes. Eh bien, Napoléon s'installe au Trianon, effectivement. La seconde impératrice Marie-Louise va occuper la maison de la reine et va occuper également les appartements dans le Petit Trianon. Et finalement, Napoléon avait un projet d'aménagement de l'aile du Midi, du Sud, sur le corps central du château, pas à l'étage Louis XIVien, donc au rez-de-chaussée, en rez-de-jardin. Nous avons tous les décors qui pourraient être installés. Oui, tout ça est roulé, tout ça est prêt à être installé. Il ne l'a jamais été parce que malheureusement l'Empire s'est achevé avant que Napoléon ait pu faire réaliser ses travaux. Et donc il n'a finalement jamais occupé officiellement Versailles. Mais il l'a en tout cas bien connu et bien pratiqué.
Et je crois que on va aller voir l'exposition avec Elisabeth Maisonnier qui en est la commissaire. Et je crois que c'est sur les dessins de Versailles. Et je crois qu'on voit d'ailleurs les projets dans ces dessins qui ont été faits pour Napoléon, pour son aménagement à Versailles. Hein. Absolument, c'est ce que je vais vous laisser découvrir avec plaisir parce que c'est une très jolie exposition effectivement de dessins qui traite également d'ailleurs ce qu'on a évoqué, des métiers, de la vie quotidienne, vous allez le voir. Je vous laisse découvrir tout cela avec Madame Maisonnier. Merci infiniment. Avec plaisir. Alors nous sommes dans les appartements de Madame de Maintenon avec Elisabeth Maisonnier, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes la commissaire de l'exposition Dessins pour Versailles qu'on peut voir jusqu'au 3 octobre, hein, n'oubliez pas, allez vite parce qu'elle est formidable cette exposition. Alors comment vous avez réuni au fond ces dessins qui étaient assez méconnus? Alors ils sont plus qu'assez méconnus puisque comme très méconnus même. Très fragile, ça n'est quasiment jamais exposé ou en tout cas uniquement à l'occasion d'expositions temporaires. Donc là c'est l'occasion de découvrir tout un ensemble qui a été acheté entre l'an 2000 et l'année 2020. 20 ans d'acquisition. 20 ans d'acquisition, voilà, et qui montre en fait une belle cohérence dans les thématiques, une grande variété de techniques et une grande amplitude chronologique. Oui, on va du XVIIe au XXe siècle. On va de 1660 à 1920. Ouais, c'est ça. Voilà. Des dessins qui se rapportent à Versailles, où une grande diversité. Et c'est vrai qu'on peut les voir, ces dessins, de plusieurs manières. Il y a évidemment la qualité artistique de certains d'entre eux. Et puis, il y a la dimension historique qui nous donne à voir. Tout à fait, la dimension historique, elle est évidente, c'est ce qui guide beaucoup nos choix, puisque ça doit toujours être en lien avec Versailles, avec son histoire, mais la dimension artistique, elle arrive de façon parfois complètement miraculeuse. Les dessins préparatoires pour le plafond d'Hercule, ce sont des véritables chefs-d'œuvre. Oui, les pastels de Lebrun, c'est d'une grande qualité esthétique et c'est un moment marquant dans l'histoire de l'art. Nos projets architecturaux pour une recréation de Versailles, ce sont aussi des chefs-d'œuvre du dessin d'architecture. Donc en plus une grande variété. Avec parfois de l'utopie d'ailleurs. Oui, alors on verra tout à l'heure. On aurait pu voir ce qu'aurait pu devenir Versailles. Oui, et même ce à quoi on a échappé. On a échappé parfois. Alors, vous parlez de pastel, justement. Alors là, c'est le plus ancien celui-là. Alors les portraits, toute cette série de pastels, donc notamment ce très joli portrait de Louis XIV. Louis XIV, tout jeune homme, c'est un portrait qui est représenté sur le vif. Donc on a vraiment l'image de ce jeune homme au moment de son mariage en 1660. Oui, qu'on connaît plus, cette image-là. Qui est très très méconnue, puisque surtout à Versailles, on montre la splendeur. Le roi de gloire, le roi soleil. Et là, on a ce jeune homme qui a quand même déjà un regard très direct, très autoritaire, mais qui reste voilà, un tout jeune homme qui va épouser donc Marie-Thérèse et représenter également sa mère Anne d'Autriche. Et on est sur quelque chose, des œuvres qui sont importantes pour l'histoire du pastel en France, puisque... Alors, l'artiste, c'est Valrin Vaillant, c'est ça ? L'artiste, c'est Valran Vaillant. C'est un artiste originaire de Lille qui exerce à Amsterdam. C'est un inventeur, c'est un innovateur dans l'histoire de l'art. C'est lui qui va développer la technique du pastel qui recouvre, comme vous le voyez, toute la feuille. Donc une technique de pastel qui se rapproche de la peinture avec ce bâton de pastel, ce bâton de couleur. Et c'est le pastel en couleur, quoi. C'est le pastel en couleur, exactement. Il invente au fond. Hein. Tout à fait. Et il invente avec cette série, puisqu'il est invité en France pour réaliser cette série consacrée aux principaux invités du mariage de Louis XIV. Donc on est quoi, 1670 par là ? On est en 1660. 1660. Exactement. 1660. Donc c'est le premier dessin. C'est l'œuvre le plus ancienne. C'est l'œuvre, la plus ancienne de cette exposition. Alors celle-là, elle est assez extraordinaire parce que, on va le dire aux enfants, par exemple, parce qu'ils la connaissent. Monsieur, c'est Charles Perrault. C'est Charles Perrault. Alors
et il n'a pas encore écrit les contes, puisqu'il écrit les contes plutôt à la fin de sa vie. Et là, c'est l'homme de Colbert, c'est celui qui invente le décor de Versailles, le décor allégorique, et c'est le grand ami, le grand complice en quelque sorte de Charles Lebrun qui le dessine. Et c'est un dessin de Lebrun. Et c'est un dessin de Charles Lebrun. Ouais. Et Charles Lebrun est économe de pastels, hein, on en connaît à peine une vingtaine, et il réserve vraiment ses dessins à ses proches, au roi, mais aussi à ses proches. Et ce pastel est un portrait d'amitié entre deux hommes qui s'estiment, qui s'apprécient et qui faisaient partie de la collection personnelle de Lebrun, et qui faisait partie de la collection personnelle de Charles Perrault, puisqu'on le trouve dans son inventaire. Donc une œuvre précieuse, précieuse pour... Et Lebrun, dites-nous deux mots de Lebrun pour ceux qui ne connaîtraient pas. Lebrun ici, c'est l'artiste, c'est le créateur de la Galerie des Glaces, du décor du plafond de la Galerie des Glaces. C'est un des grands acteurs des grands décors de Versailles et de très nombreux décors de la fin du XVIIe. Alors, on va continuer un petit peu à visiter cette exposition. Elisabeth Maisonnier, nous sommes devant cette œuvre de François Lemoine qui constitue l'affiche de l'exposition. Alors, je vous laisse nous en parler. Alors c'est vrai que c'est sans doute le chef-d'œuvre. Vous parliez de différences artistiques, historiques. Là, on a les deux dimensions qui se rejoignent et on est sur certainement l'un des plus beaux pastels de la première moitié du XVIIIe siècle où vraiment Lemoine est un très grand pastelliste. Il réalise pour ce plafond du Salon d'Hercule qui compte 142 figures, il réalise une esquisse de chacune des figures et pour les personnages les plus importants, des têtes au pastel, comme s'il réalisait en quelque sorte des portraits pour ces figures essentielles. Là, on a l'amour de la vertu qui élève l'homme au-dessus de lui-même et qui entraîne donc Hercule vers Jupiter qui va lui donner la main d'Hébé, la déesse de la jeunesse, et le faire accéder à l'immortalité au mont Olympe. On a ce jeune homme qui d'ailleurs est, à mon avis, plus beau que la peinture, même si Lemoine est un très grand peintre, et qui exprime à la fois une grande détermination et une grande douceur dans le regard, dans la façon dont il tourne la tête et techniquement, on a vraiment une très grande maîtrise du pastel par Lemoine avec l'estompe sur l'épaule, les hachures sur le cou très légères au niveau de la mâchoire et puis ces rehauts de blanc qui lui donnent toute cette douceur et ce trait noir qui entoure le portrait et qui lui donne toute cette présence. C'est assez incroyable dans la qualité du dessin, du pastel évidemment. Alors c'est une esquisse, il y a beaucoup d'esquisses dans cette exposition évidemment. Forcément, c'est une exposition de dessins et on a effectivement une petite section de dessins préparatoires qui donne une image du travail incroyable réalisé pour les artistes qui ont contribué à Versailles. Depuis les tout premiers, on a le dessin de la première chambre de Louis XIV, un dessin préparatoire pour le salon de Diane, un dessin préparatoire pour la chambre de Marie Lescinska, pour le salon des nobles de Marie-Antoinette et même un dessin pour les salles du Maroc commandé par Louis-Philippe. Je reviens un petit peu en arrière, mais donc ces dessins, ce sont 20 ans d'acquisition. Où est-ce qu'ils étaient ? C'est toujours la grande difficulté. Ils passent en vente aux enchères ou ils passent entre les mains des marchands. Évidemment, ils étaient en collection particulière auparavant. Et par contre, c'est un tout petit peu difficile de les pister avant leur passage en vente. D'accord. Alors, on va continuer la visite, si vous êtes d'accord ? Tout à fait, je vous emmène. Alors,
Elisabeth Maisonnier, ici on va feuilleter au fond l'album de Marie-Antoinette. Exactement. C'est l'album qu'elle a fait réaliser pour garder en mémoire, garder la trace du jardin anglais qu'elle fait construire, qu'elle fait concevoir par son architecte Richard Meek, inspiré de cette vogue pour les jardins anglo-chinois avec toutes sortes de fabriques, parfois très exotiques, comme ce jeu de bagues à décor chinois qu'elle fait installer tout à côté du château du Petit Trianon. Alors, il faut bien s'imaginer que c'est une très jeune femme. Il y a le côté ludique, hein, bien sûr, puisqu'on a un manège entouré d'une galerie pour que les spectateurs puissent assister à ses joutes, en quelque sorte. Ah oui, c'est ça. Voilà, c'est un divertissement, quoi. C'est un divertissement. Ouais. Après ça, les autres constructions du jardin anglo-chinois sont plus des aménagements de la nature. On a la création du rocher, la création de la grotte et de très belles constructions dans l'esprit très élégant du XVIIIe siècle, le Temple de l'Amour, le Belvédère avec leur très grand raffinement. Voilà, ce moment de perfection aussi qu'elle installe dans les jardins avec beaucoup de goût. Avec beaucoup de goût, oui, avec ça, beaucoup il faut quand même le savoir. Oui, oui. Parce qu'elle est un peu à l'origine, au fond, de tout ça. Enfin, Marie-Antoinette, c'est une femme qui suit la mode. Elle aime la mode et elle aime la mode dans les jardins également. Donc elle suit cette mode que de nombreux grands seigneurs mettent en œuvre dans leur château. Mais avec beaucoup plus de finesse, de goût, de délicatesse, beaucoup moins d'exubérance et parfois le mélange de tout ça qui crée un certain mauvais goût. Voilà, ici on a vraiment beaucoup. Exactement, tout à fait. Alors, on est dans les années 1780, un petit peu avant la Révolution. Il faut savoir que le château de Versailles, à cette époque-là, il n'est pas en très bon état. Je crois qu'on peut même dire que c'est une ruine. Ah oui, on ne sait pas ça. En tout cas, pour ce qui concerne la façade du côté de la ville, une partie de la façade conçue par Louis XIV est en très mauvais état, et même étayée, et elle est complètement déséquilibrée par la construction de l'aile Gabriel voulue par Louis XV. Donc on a d'un côté un pavillon en pierre à colonnes très élevées, et de l'autre côté une construction de la façade qui reste assez basse, et le jugement des contemporains, c'est que tout ça manque considérablement de majesté et n'est pas digne du palais d'un roi. C'est incroyable, on sait peu ça au fond, on a toujours l'impression que ça a toujours resté la même chose, Versailles, pas du tout. Enfin. Et alors, il y a évidemment des projets de rénovation qui se font jour. On peut voir tous ces dessins de rénovation dans les années 1780 et qui vont se poursuivre jusqu'à Napoléon au fond. Oui, tout à fait. Les deux architectes que Napoléon charge de lui proposer des plans pour Versailles récupèrent en fait des grands projets parfois complètement utopiques réalisés par les architectes de Louis XVI. On a échappé à un Versailles à la manière de Saint-Pierre de Rome avec un grand péristyle devant. On a échappé à un bâtiment avec un immense escalier qui mène au niveau de la Galerie des Glaces. Voilà, on a échappé à des choses parfois un petit peu terrifiantes quand même. Quand même. Toujours dans les projets d'architectes, il y a parfois le bon et le mauvais. Mais finalement, vous disiez, il y avait un peu de cette désharmonie, si je peux dire, dans les années 1780. Ça a été corrigé ou pas finalement ? C'est corrigé simplement sous la Restauration, où Louis XVIII, et c'est achevé par Louis-Philippe, reconstruit une aile parallèle et identique à l'aile Gabriel pour au moins donner une certaine symétrie à la façade du côté de la ville. Mais on ne va pas du tout vers les grands projets voulus par Louis XVI et ensuite Napoléon de reconstruire totalement la façade. C'est quand même typique, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu dans l'histoire le fait du prince sur, au fond, la possibilité de faire construire des choses qui leur plaisaient, quoi. Alors, c'est une donnée historique. Tout à fait, on suit aussi la mode. Après ça, il y a le réalisme.
Il y a le réalisme économique. Quand il n'y a plus d'argent, on ne mène pas les projets. Voilà. Quand il y a des guerres, on consacre son énergie à autre chose. Donc il faut des conditions bien particulières pour qu'on puisse se lancer dans des projets architecturaux aussi vastes et aussi coûteux. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas toujours eu des temps de paix dans ces périodes-là. Merci infiniment, Elisabeth Maisonnier. Donc, cette exposition, c'est jusqu'au 3 octobre. Courez-y parce que c'est des dessins, voilà, vous ne les avez jamais vus, vous ne les verrez peut-être plus après, je ne sais pas. Ou en tout cas, plus difficilement. Plus difficilement. Merci infiniment. Je vous en prie. Laurent Brunner, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de Versailles Spectacle, le directeur de l'Opéra de Versailles. Nous sommes là, dans cette salle sublime. Justement, il y avait les 250 ans de l'Opéra de Versailles, c'était en 2020, qui ont été un peu perturbés par la crise sanitaire. Mais vous n'êtes pas resté inactif, loin de là, pendant cette période. Il y a notamment, on peut retrouver la discographie de Versailles Spectacle. Oui, on s'est dit qu'on avait deux possibilités. Alors face à l'impossibilité d'accueillir du public, en tout cas, c'était soit de payer les gens à rien faire chez eux, ça s'appelle le chômage partiel, soit de leur dire, vous venez quand même, au lieu de faire le concert, on en fait l'enregistrement pour faire un CD et la captation pour en faire un produit vidéo que d'autres gens pourront voir. Et ainsi, on a fait plus de 5500 jours de travail pour des artistes sur cette durée finalement assez longue, plus d'un an, hors public. Et je crois que c'était très bien, parce que d'abord ça permettra à des gens qui, de toute façon, ne sont pas venus, de découvrir d'ici, mais aussi de très très loin tout ça. C'est-à-dire que ça s'adresse aux gens qui sont les fans de l'opéra de Versailles, mais aussi aux gens qui vont le découvrir. Oui, de manière plus large, là soudain ça donne une autre possibilité de venir, entre guillemets, virtuellement à Versailles pour écouter de la musique. Et puis on a découvert plein de répertoires qu'on n'était pas obligatoirement en train de se dire on va les enregistrer. Puis finalement on s'est dit faut le faire maintenant, c'est l'occasion. Et puis on a fait vivre des gens, et ça c'est important pour les musiciens, pour les chanteurs notamment. Croire qu'on va être chez soi à la maison, qu'on va répéter tous les jours s'il n'y a aucun concert pendant un an, ça ne marche pas. Donc on a vu chacun que faire le potager ça va un certain temps, puis après on l'a pas refait une deuxième fois souvent, visiblement. Donc là l'idée est un peu la même dans l'autre sens. Plutôt que de ne rien faire chez soi, certes payé par des aides qui sont uniques au monde, on ne le dit pas assez, mais c'est vraiment un cas exceptionnel, notamment pour les artistes et pour beaucoup de professions. Néanmoins, c'est mieux si on peut faire. Voilà, c'est mieux si on peut faire quelque chose vraiment. On l'a fait. Donc il y a la discographie avec un certain nombre, évidemment, des opéras. Il y a notamment cette création, The Ghost of Versailles, le fantôme de Versailles, qui avait été créé il y a très peu de temps. Oui, Les Fantômes de Versailles, qui est un opéra qui a quasiment 30 ans, qui a été commandé pour le Metropolitan Opera à New York, et qu'on a enfin présenté en France, puisqu'il parle que d'ici. Et ça se déroule ici, avec plus ou moins des fantômes de Marie-Antoinette, par exemple, et de Beaumarchais. Mais enfin, cette année, on a eu que des fantômes, de toute façon, puisqu'on n'avait plus de public. Alors, c'était raccord. Mais on a aussi enregistré les 4 saisons de Vivaldi et celles d'un compositeur italien qui était à la cour de France, Guido à l'époque, et qui les a faites un peu dans le même style, mais à Versailles, ou beaucoup d'autres musiques, des motets de Rameau. Vraiment il y a les collections aussi de la Chambre du Roi, enfin des choses comme ça. Beaucoup de musique formidables et qu'on connaît pas forcément. Et puis, donc, ce que vous disiez, c'est-à-dire ce streaming, c'est Live Opéra, c'est ça? Oui, une plateforme sur laquelle qui s'appelle Live-Opéra Versailles. On peut regarder directement, on peut télécharger le son des CD. Bref, on peut prendre en compte numériquement toute cette production d'images et de sons et en profiter partout. Ouais. Ça c'est formidable, de chez soi, on télécharge et on peut être à l'opéra pratiquement. C'est dans l'air du temps. Il y a de l'opéra, il y a de la danse aussi. Il y a de l'opéra, il y a de la danse, du concert, il n'y a pas que des trucs baroques. Il y a par exemple, la symphonie fantastique de Berlioz par exemple. Donc des choses un peu qui sont le bon portrait de ce que nous faisons ici régulièrement pour un public qui, je crois, est devenu de plus en plus nombreux. Puis on fêtait 250 ans, même si c'est un peu un anniversaire. On n'a pas eu le temps de souffler toutes les bougies. Oui, toutes les bougies, c'est dommage. Mais en même temps, on continue. On va dire, il y a eu un coup de vent sur les bougies, on les rallume et on recommence. Oui, on a l'impression qu'au fond, cette période qui est évidemment extrêmement difficile quand on est responsable de spectacle, justement, ou d'un opéra, vous en avez profité un peu pour vous réinventer un peu, ou inventer d'autres formes de communication de la culture. Oui, on a été au pied du mur pour aller plus vite vers ce qui est une évolution logique.
Le spectacle vivant restera une chose en soi qu'il faut venir voir et écouter en vrai, parce que c'est une expérience. Alors que si j'ai une vidéo, je peux l'arrêter quand je veux. Alors le spectacle, je ne l'arrête pas quand je veux, ça fait une différence. Enfin, moi, si, je peux l'arrêter, mais le public ne peut pas. Et ça restera une vérité. J'allais dire, c'est comme tremper le pied dans l'eau froide. Bon, bah ça, c'est une expérience que la vidéo ne me donnera jamais. C'est pas fait pour ça. Par contre, pouvoir produire autrement, pouvoir, on va dire, décaler dans le temps et dans l'espace ces aspects artistiques, ça permet de toucher plus de public, de le toucher autrement aussi, avec le sous-titre, dans une autre langue. Absolument. Ou dans des durées différentes. Soudain, je peux en consommer que 5 minutes. Alors que, par exemple, la jeune génération, venir écouter 2h30 d'opéra, ça a l'air immense. Alors qu'en écouter un bout de 5 minutes, finalement, c'est facile. Et ce sont d'autres manières de faire. Et je crois qu'elles sont un petit peu comme l'invention du disque il y a presque un siècle maintenant. Elles sont des révolutions favorables. Elles n'ont jamais vidé les salles de concert. Espérons que ce sera la même chose. Non, les deux vont ensemble. Et pour les artistes, évidemment, ça a été une possibilité de s'exprimer pendant cette période difficile. Alors, il va y avoir la saison nouvelle qui commence en octobre, hein, c'est ça, avec Richard Cœur de Lion. Oui, un opéra donc très lié à l'histoire de France, bien sûr, mais notamment de Versailles, puisque c'est la musique de Richard Cœur de Lion, le grand air Ô Richard, ô mon roi, est le dernier à avoir retenti ici sous l'Ancien Régime, et même tellement retenti que ça a fait fermer, entre guillemets, l'opéra de Versailles, puisque le roi et la reine ont été accusés de fomenter de l'anti-révolution, et c'est ça qui a causé littéralement l'invasion du château 2 jours plus tard, et le départ de la famille royale d'un château où ils ne sont plus jamais revenus, qui est fermé, qui depuis est devenu maintenant un musée, mais n'a plus jamais été une résidence, entre guillemets, princière. Et c'est cet opéra qui déclenche ça? Ah, littéralement, oui, c'est cet air de musique que les officiers réunis dans cet opéra chantent quand le roi vient les saluer, qui va être rapporté tout de suite à Paris, parce qu'il y a toujours des bonnes âmes pour dire ce qui s'est passé. Et à Paris, on fait un scandale, comment ça, cet air Ô Richard, ô mon roi, c'est donc un air, entre guillemets, un hymne à la monarchie, c'est inadmissible, alors que ce sont les officiers du roi, il y a une cohérence, et ça va enflammer les Parisiens, ou plutôt les Parisiennes, puisque ce sont elles qui vont envahir Versailles 2 jours plus tard, et en ce mois d'octobre 1789, la famille royale, on va dire acculée par le peuple, quitte Versailles et n'y revient plus. Ah, oui, c'est vrai. Donc ça sera le premier. Il y a aussi des très beaux spectacles de danse qui sont prévus dans des chorégraphies de Prejlocage, c'est ça? Voilà, Angelin Prejlocage va produire ici pour Noël, les fêtes de Noël, sa magnifique version du Lac des Cygnes. Alors, je crois que c'est à la fois la musique de Tchaïkovski qui est somptueuse, et puis la danse très particulière de Prejlocage qui mélange très bien le classique et tout ce qu'on aime dans le classique, les grands groupes à 20 personnes, plutôt des filles d'ailleurs, puisque ce sont des cygnes dans l'histoire, mais aussi les garçons, je pense peut-être pour jouer les méchants petits canards. Et puis il y a toutes ces robes qui ressemblent à des tutus, mais qui n'en sont pas tout à fait, c'est très habile. Et puis des moments très contemporains, entre guillemets, plus d'aujourd'hui, pas tellement contemporains, qui viennent mettre du sel dans cette histoire. Ça fait un ballet étonnant qui a un succès fou. C'est typiquement pour nos fêtes de Noël. C'est formidable. Ouais. Et puis, alors, 2022, il y a les élections présidentielles, mais il y a aussi, c'est l'anniversaire de la naissance de Molière. Voilà, alors Molière, il a écrit beaucoup de choses qui pourraient tout à fait fonctionner avec des élections Molière présidentielles. Versailles, ça va ensemble, évidemment. Alors, je ne sais pas si c'est plus le misanthrope, Tartuffe, ou l'école des femmes, peut-être. C'est un exemple. Mais nous proposerons le Malade imaginaire. Voilà, le Malade imaginaire dans la production de la Comédie Française. Avec Guillaume Gallienne. Avec Guillaume Gallienne, notamment, oui. Voilà. En gros, un quart de la saison prochaine sera autour de Molière, dont l'importance a été moins à Versailles d'ailleurs. Il est un peu mort avant on va dire l'éclosion réelle de Versailles. Hein. Il y a connu, il a fait des fêtes dans les jardins. Mais en tout cas, Molière a une place très, très importante dans l'époque, entre guillemets, Louis XIV. Et il est peut-être, pour les Français aujourd'hui, le symbole théâtral, si on devait retenir qu'un auteur de théâtre, celui que tout le monde connaît le mieux. Oui, c'est Molière. Voilà, avec des pièces dont chacun connaît au moins le titre. Donc on présentera et le Malade imaginaire avec Guillaume Gallienne. Et puis c'est des pièces et de la musique aussi. Alors, et c'est comme ça, beaucoup de comédies-ballets, c'est le cas du Malade imaginaire, c'est le cas du Bourgeois gentilhomme, que nous montrerons à nouveau, après plusieurs déjà présentations de cette pièce dans la mise en scène de Denis Podalides. Et puis nous finirons avec Georges Dandin, qui est une pièce moins connue mais aussi brillante, avec là aussi de la musique. Et je crois que ça fera un bel ensemble. Et puis des concerts, les musiques de Lully et de Charpentier pour toutes les comédies, tout le travail de Molière. Et c'est vraiment très impressionnant. On ne sait pas assez, mais Molière était un proche du roi. Il était plus âgé que lui. Enfin, Molière était plus âgé que le roi.
Mais son père, le père de Molière, avait une charge de valet tapissier, c'est-à-dire que le matin, en gros, il refaisait le lit du roi, et quand le père ne pouvait pas, c'était le fils. Donc il y a une proximité, une espèce de chose presque, on va dire, commune, presque physique, enfin, voilà, du matin, qui fait que Molière était bien connu du roi, et c'est sans doute ça qui lui a fait cette protection royale, au point de pouvoir jouer des pièces autorisées par la cour, alors qu'elles étaient interdites partout. Absolument, il y avait un croisement de dévots et de gens compliqués pour empêcher que ça se passe. Je crois que Molière est la représentation du temps de Louis XIV, peut-être la plus éclatante. Et puis, pour nous aujourd'hui, ce sont des textes d'une grande facilité d'accès et d'une belle langue. Donc c'est vraiment un bonheur. Ça donne envie. Et puis justement, il y a ce mariage entre la langue et la musique, évidemment. Alors, on va parler aussi des spectacles, parce qu'il y a cet été beaucoup de possibilités de venir à Versailles. Il y a notamment les grandes eaux. Alors les grandes eaux, on en a en journée qui s'appellent les grandes eaux musicales, qui sont la chose la plus traditionnelle, qui sont depuis 350 ans en place, puisque un peu plus de 350 maintenant. Oui, c'est littéralement Louis XIV qui, bien sûr, décide d'implanter ce réseau de fontaines exceptionnel dans le jardin de Versailles. Ça va représenter un tiers des dépenses de construction du château. La partie uniquement, on va dire, de l'eau et des fontaines. C'est absolument extraordinaire, avec quasiment toute la région au-dessus de Versailles, tout le plateau de Saclay, de Satory et de Saint-Cyr est vraiment reconstitué avec des rigoles pour amener l'eau, dans une ville où il n'y a pas de rivière, Versailles. Et pour faire ce grand canal, cette pièce d'eau des Suisses, c'est tout le système de conduite de l'eau, et qui en fait à l'époque un endroit unique au monde sur ce nombre de fontaines. Et dès l'époque, on visite, et le roi fait lui-même un guide, une manière de montrer les jardins de Versailles. C'est lui qui fait le guide dans un texte. Donc on s'est inspiré de ça bien sûr pour redonner à toutes ces fontaines leur sens historique, il est plein. Et puis c'est une manière pour le public de visiter un jardin de plein air extraordinaire, mais c'est aussi un musée de plein air avec des statues partout, l'architecture du château, de le nôtre, sans pour autant avoir rien besoin de connaître, parce qu'on peut venir en famille. On peut visiter en famille. On admire, c'est très très beau. C'est magnifique. C'est beau. On se promène. Et en plus en été souvent il fait beau, alors il faut en profiter. Et en soirée on propose avec les grandes eaux nocturnes finalement le même format sur la surface, mais de travailler avec aussi de la lumière, avec quelquefois des choses complémentaires. On fait la sérénade dans la Galerie des Glaces juste avant, de 18h30 à 20h30. On peut littéralement parcourir les plus belles salles du château. Tous les samedis jusqu'à fin septembre. Et on peut parcourir les plus belles salles du château avec des musiciens, des danseurs. Et à la fin de ça, bien sûr, il y a les grandes eaux nocturnes et qui se termine par un feu d'artifice. Donc là, c'est la belle-mère, la poussette, vous emmenez tout le monde. Et c'est Versailles, parce que c'était l'idée de ces grandes fêtes qui n'étaient pas fermées au public. Il y avait 10 000 personnes. Oui, voilà, tout le monde pouvait venir. On ne se rend pas compte aujourd'hui, on avait l'impression qu'il y avait la cour et tout ça, mais voilà, on pouvait venir, on pouvait parfois voir le roi, etc. Voilà, c'est un monument national avec ses jardins, ses spectacles. Il faut savoir le redonner à un public. Alors certes, l'entrée n'est pas gratuite, ça c'est autre chose, mais c'est pas réservé. C'est pas une chose dont je suis exclu. C'est une chose dont finalement je peux, entre guillemets, profiter, et historiquement c'est le mot, aussi bien que d'aller au cinéma. Et ça vraiment, je crois que c'est important. Et le public est très en demande de ça. Il adore le patrimoine de plus en plus. Surtout quand il est bien entretenu. Et je pense que les franciliens, souvent le samedi soir, on fait quoi ? C'est une occasion. Formidable. Voilà, une occasion à portée, entre guillemets, budgétaire, c'est pas cher. Artistiquement, c'est très chaleureux, le feu d'artifice à la fin. Et en même temps, ça ne nécessite aucune spécificité de préparation, de connaissance. Je peux ne pas avoir lu le livre. Voilà, c'est vraiment plus facile. On peut juste regarder et admirer. Voilà. Et on en fait 2 éditions spéciales, justement. On disait on disait samedi, oui, il y aura le 15 août aussi. Alors voilà, on fait le 15 août, une nocturne particulière. Alors ce n'est pas un samedi. Simplement, on a décidé pour le 15 août, qui est traditionnellement en France une date de feu, de feu entre guillemets. Oui. Alors, ça dépend lesquels, ça dépend où, mais il y a souvent du feu d'artifice. Et on s'est dit que c'était l'occasion de faire cette soirée-là, beaucoup moins d'eau et beaucoup plus de feu. Alors pas tellement plus long le feu d'artifice, parce que déjà il fait 20 minutes, c'est pas mal, mais toute la soirée d'avoir des éléments avec du feu. Donc d'éclairer le tout ce jardin avec des bougies, d'avoir des, entre guillemets, jongleurs de feu, des cracheurs de feu, donc d'avoir la présence du feu et de la lumière beaucoup plus que d'habitude sur une seule soirée, celle du 15 août. Et puis le 25 septembre, pour la dernière, on se dit que c'était bien de faire peut-être, c'est Versailles, et Louis XIV, un peu comme Emmanuel Macron a récemment fait la fête de la musique avec de la musique électro chez lui, et ben ça sera les mêmes musiciens. Ça sera les mêmes musiciens. Ah, c'est les mêmes. C'est les mêmes. C'est les musiciens du label Headbanger qui, au lieu de le faire à l'Élysée
pour un pifiou quand même, parce que la cour était petite, vont faire les grandes zones nocturnes dans l'espace de Louis XIV, mais avec du son électro. Ah, c'est génial comme idée ça. Ben, en tout cas, ça peut auprès d'un autre public. Oui, Voilà, ça mélange tout en respectant, parce que la musique électro, c'est pas, ils se tapent pas dessus avec des barres de fer, donc c'est pas du tout ça. Ça reste très respectueux et en même temps, soudain, ça donne une modernité. Oui. Mais c'est vrai que vous avez raison d'insister. Quand on parle du public de Versailles, il y a plusieurs publics en réalité. Bien sûr. Il y a plusieurs attraits. Il y a celui différents. qui aime l'histoire et celui-là, il est, on va dire, souvent assez âgé. Et puis il y a un public très jeune qui vient avec l'école et souvent on perd le public versaillais, enfin le public du château de Versailles, on le perd de la fin de la période scolaire jusqu'à ce qu'ils reviennent avec leurs enfants. Donc soudain on les perd sur 20 ans. Et ben là soudain la musique électro qui est plus pour un public qui a entre 20 et 40, c'est parfaitement cette cible. Et ceux-là vont venir sans les enfants parce qu'ils n'en ont pas encore souvent. Mais ça va être l'occasion pour eux de s'approprier Versailles. Louis XIV était un roi jeune, fondamentalement. Hein. On voit toujours les gens vieux, parce qu'ils sont morts vieux, c'est normal. Il est mort vieux. Mais lui, il était jeune et quand Versailles était à sa floraison, il avait une quarantaine d'années. Et ici, il y avait la fête, les artistes partout, et les artistes de son temps. La modernité, l'avant-garde, il l'a promu. Alors on ne va pas faire exactement la même chose, mais en faisant cela, on est dans notre temps et c'est ce qu'il a été avant tout. Oui, c'est ça, on est le contemporain de son époque toujours. Voilà, et c'est ça qui donne une dynamique et qui va trouver un autre public. Parce que même si on peut dire Versailles, il y a beaucoup de visiteurs, on voit en ce moment qu'il y a moins 80% de visiteurs parce que les touristes. Tous les étrangers sont absents. Alors on a besoin de ces étrangers pour l'économie française, les restaurants, les hôtels, tout. Et on en a besoin aussi dans les musées, sinon dans 20 ans, les musées, si on n'a pas de visiteurs, on les entretient moins, on va les fermer. C'est ça qui va se passer. Alors on a vraiment besoin de cette vie et en même temps on a besoin de nouvelles générations qui, on va dire, ont d'autres préoccupations. Eh bien, elles vont avoir là, soudain, une proposition artistique qui leur convient mieux, et c'est parfait. Justement, vous avez beaucoup réfléchi pendant cette période compliquée, justement, quand on dit le directeur de l'Opéra, le directeur de Versailles Spectacle, c'est encore peut-être plus compliqué. Quelles leçons, au fond, vous retenez de cette période et de cette façon, au fond, que vous avez eu de répondre à des attentes nouvelles ou à des objectifs nouveaux ? Je crois que ce que ça nous a peut-être à tous donné comme leçon, c'est qu'on ne sait pas de quoi est fait l'avenir, mais par contre, il sera toujours fait par des gens qui, on va dire, avancent dedans. Même dans la difficulté, il faut avancer. Donc, surtout pas du repli, ça ne servira à rien, c'est l'immobilisme définitif. Mais je crois que celui qui, le premier à trouver ce vaccin, était français. Il n'a pas trouvé de preneur en France, parce qu'on n'a pas trop osé, on n'était pas sûr. Et il y a un Américain qui a dit, voilà le chèque, vas-y. Et il a fait le vaccin. Et finalement, c'est ça. Alors bien sûr à une échelle tout à fait différente, que par exemple le monde de la culture doit faire, c'est se dire, ok, on va faire encore plus de propositions, encore plus d'attentes, parce que demain le public aura encore plus besoin qu'on lui dise de venir et d'être satisfait. Et si on veut garder en France notamment cette première place mondiale du tourisme, il faut s'y adapter maintenant, parce que l'évolution va être forte, il y aura de plus en plus de demandes, de plus en plus de touristes, ils vont venir par exemple beaucoup plus d'Inde qu'aujourd'hui. L'Inde est en une expansion extraordinaire. Dans 10 ans ou dans 20 ans, ça va être les gens qui viendront d'Afrique. Donc, soudain, ces touristes ne sont pas ceux d'hier. Voilà, on a encore l'idée où c'est les cartes japonais. Mais ça fait longtemps qu'il n'y a plus de cartes japonais. Par contre, il y a des brigades de Chinois. Alors, comment on fait aujourd'hui ? Eh bien, on anticipe. Et anticiper, c'est se dire, OK, on va traduire nos documents dans les langues de ces gens-là. On va leur faire des propositions qui leur conviennent mieux à eux. Le patrimoine reste le même, mais simplement la manière de leur apporter le message de Versailles doit être plus le leur. Et ainsi, et c'est la même chose pour une jeune génération ou pour un public empêché, entre guillemets, en France, eh bien, il faut leur donner Versailles parce que c'est notre bien commun au-delà de la France, notre bien commun à tous. Et c'est peut-être le plus beau cadeau qu'on puisse leur faire, c'est d'avoir des idées en avance. Absolument. Il faut savoir se réinventer, c'est ce que vous faites avec l'Opéra de Versailles, avec Versailles Spectacle. Merci beaucoup, Laurent Brunner. Merci, Patrice. Sylvain Parot, bonjour. Bonjour. Vous êtes gestionnaire du patrimoine arboré du domaine de Versailles. Vous êtes aussi un jardinier du domaine de Versailles. Il y a combien de jardiniers d'ailleurs à peu près ? On est à peu près entre 60 et 80, 60 en hiver où c'est un petit peu plus calme et 80 en été où on a vraiment besoin de beaucoup de monde. Alors on arrive à la saison de l'été. Quel est le travail particulier des jardiniers l'été ? Eh bien, on a énormément besoin d'arroser. Ça semble assez logique.
Bon là en ce moment il pleut beaucoup et on en est très heureux, on doit être peut-être les rares personnes à être... Oui, les jardiniers sont oui, heureux on est quand heureux il pleut. Et oui, on râle aussi un peu bien entendu et on va râler dans pas très longtemps Oui, quand il va parce que faire trop chaud. Mais ouais. là pour l'instant voilà, c'est l'arrosage qui nous prend beaucoup de temps. On peut en profiter pour tailler certains végétaux, tailler en verre, tailler sur des petites branches. On plante encore quelques annuels. Et on tond beaucoup parce que vous savez qu'on a quand même énormément de pelouse à Versailles, Oui. donc on passe beaucoup de temps à les tondre. Justement, c'est aussi une période où il y a des touristes, alors même s'il y en a un petit peu moins qu'avant la crise sanitaire. Ça abîme un peu les jardins, les pelouses. Oh non, je ne vais pas vous dire le contraire. Non, on est très heureux que les Non, touristes... on est très heureux qu'il y ait des touristes. Est-ce que les touristes abîment pas la pelouse? Ils peuvent en fait créer ce qu'on appelle des chemins de désir, ça s'appelle comme ça. Oui. C'est les endroits où les touristes, les visiteurs coupent la pelouse, souvent à angle droit parce que c'est plus simple. Et bon, c'est vrai que ça abîme un petit peu, peut-être que ça gâche un petit peu la vision, mais bon, c'est bien minime hein, quand on voit la taille. Et puis ça fait partie de ce Voilà, qu'est Versailles. bien sûr. Versailles sans personne, Ce serait un peu dommage. Alors on a le Grand Trianon derrière nous. Alors là, on est sur un des bras du Grand Canal, le bras du fer à cheval. Alors le fer à cheval, c'est cette fontaine qui est derrière moi, qui ne fonctionne pas actuellement mais qui marche pendant les grandes eaux. Et derrière nous, c'est le bâtiment du Grand Trianon. Et d'ailleurs, je vous engage à venir le visiter. Là, ça a réouvert. On peut venir donc l'après-midi et on peut surtout admirer nos parterres qui sont juste parce devant. que les jardins de Trianon, c'est quand même des chefs-d'œuvre. Oui, et alors chaque année maintenant, on choisit un thème. L'année dernière, c'était des parterres africains avec tout un tas de plantes qui venaient d'Afrique. Et cette année, c'est les parterres verts, c'est-à-dire qu'on a décliné la couleur verte dans les feuillages, dans les fleurs, les tiges. Voilà, je vous engage à venir le découvrir. Et les années prochaines, il y a des thèmes qui sont déjà choisis, mais pour l'instant, on les garde secrets. D'accord. Ah bah oui, non, parlons de cette année. donc sur les parterres. Et puis on n'est pas très loin non plus du petit Trianon aussi, où il y a des jardins. Non, on a aussi donc les jardins anglais du petit Trianon, qui valent le coup d'œil, d'autant qu'en ce moment, vous en parlerez certainement, vous en avez parlé, il y a l'exposition des Lalanne, qui vient à la fois magnifier, accompagner et rendre encore plus étonnants ces jardins-là. Et donc ce sont des jardins à l'anglaise avec un dessin typique, c'est-à-dire que c'est des jardins qui imitent la nature, qui vont recréer un espace qui se veut naturel, mais qui ne l'est pas puisqu'il est entièrement artificiel, et qui avait été créé exclusivement pour le plaisir de Marie-Antoinette. C'est ça. Ouais. Alors là, on va visiter quelque chose qui est ouvert au public depuis très peu de temps, c'est ça, et qui s'appelle le Ru de Galie. Oui. Le Ru, c'est un ruisseau, hein? C'est ça, c'est le nom, voilà, c'est un petit ruisseau. Alors c'est un ruisseau dont l'existence est attestée dès le 15e siècle. On a des cartes en fait, et avant même que Louis XIII, Louis XIV et les suivants construisent le parc du château de Versailles, ce Ru existait déjà. Alors comme il prenait sa source... Il prend sa source dans le Grand Canal, non, c'est ça? Oui, alors maintenant il la prend dans le Grand Canal. Avant il la prenait au-delà de l'étang des Suisses, de la pièce d'eau des Suisses. Et maintenant en fait sa source, si je puis dire, c'est le Grand Canal. C'est le Grand Canal. C'est-à-dire que en fait, quand il est trop plein, quand il y a trop d'eau, les fontainiers ouvrent des vannes tout simplement. Et en fait c'est cette eau qui va s'écouler dans le Ru de Galie. D'accord. Voilà, et donc ça fait un ruisseau, c'est un ruisseau tout à fait naturel, sauf qu'il a ce qu'on appelle un régime intermittent, c'est-à-dire qu'il va ne pas couler en été, puisqu'il y a moins d'eau forcément, et il coulera beaucoup plus en hiver. Ah oui, voilà. Alors on va aller le visiter parce que, mais on peut dire un mot, c'est assez exceptionnel. D'abord, c'est très, j'allais dire presque étrange à Versailles. Enfin, on est dans un autre Versailles, quoi, si je peux dire. Ben, c'est ça, en fait, on a voulu créer, accompagner déjà ce ruisseau, puisqu'il y avait déjà une petite promenade, et on a voulu aussi mettre en avant notre patrimoine faunistique et floristique, parce que ici, il n'y a pas que des grands arbres, il y a aussi des animaux, il y a aussi toute une flore sauvage et naturelle, il y a aussi une faune, donc on a aussi tout un tas d'oiseaux, on a aussi quelques mammifères, on a des chevreuils, et on voulait le mettre en avant. On voulait aussi insister sur le fait que le parc du château de Versailles, à l'époque de Louis XIV, était une réserve de chasse. C'était beaucoup plus grand à l'époque, ça faisait 8000 hectares, maintenant ça en fait 600. Et on voulait montrer que maintenant, on a conscience de ça et on voulait créer un refuge, un havre de paix pour les animaux à l'échelle du grand parc.
Et pour mettre en avant cette volonté, on a créé le Rue de Galie. Alors le Rue de Galie, c'est la promenade du Rue de Galie que je vous invite à découvrir. Eh bien, on y va. Allons-y. Sylvain Parot, alors nous sommes là au début de ce Rue de Galie. Hein. Oui, donc on a voulu créer des panneaux explicatifs. Il y en a 6 en tout, un à l'entrée, un à la sortie, et ensuite pour chacun des 4 écosystèmes qui sont là, on a créé un petit panneau qui est implanté à peu près au milieu et qui explique ce qu'on peut voir quand on a de la chance, quand on ne fait pas de bruit, et quand on vient à la bonne période, c'est-à-dire en général c'est quand même plutôt printemps-été jusqu'à l'automne, on peut voir des oiseaux, des insectes, des amphibiens et aussi quelques jolies plantes. Donc on a fait faire les dessins par une illustratrice qui s'appelle Emmanuelle Choucriel, qui a fait aussi les dessins des arbres admirables, qui est une autre balade qu'on propose. Et donc là ça décrit les 4 écosystèmes. Il y a la futaie, la clairière, la roselière et le sous-bois. Voilà, c'est ça. Et donc je vais vous emmener, allons-y, on va aller visiter ça. Là on est dans la futaie. Hein. C'est ça. Alors du coup, peut-être que vous ne savez pas ce que c'est qu'une futaie. Alors une futaie, en fait, c'est un terme de sylviculture. Et comme vous pouvez le voir autour de nous, en fait, ce sont des arbres d'âge et d'essence différentes. D'accord. Tout simplement. Ah oui. Alors c'est-à-dire qu'ici, bon évidemment, on n'exploite pas le bois, mais dans une forêt qui serait exploitée, en fait, on viendrait récolter les vieux arbres et en coupant les vieux chênes, les vieux frênes ou les vieux hêtres, on créerait de l'espace, on créerait une clairière et du coup il y a plein de nouveaux arbres qui pourraient pousser. Et là c'est un peu l'idée en fait. Okay. Sauf que nous on récolte pas, on les laisse sur place, mais une fois qu'ils sont couchés, une fois qu'ils sont par terre, du coup ça refait de la lumière, ça refait de l'espace et donc on a cette, comme vous le regardez, comme on le voit autour de nous, hein, vous voyez là il y a un charme, là il y a un érable. Ça, c'est un charme? Oui, un charme. Grand tout droit, là, c'est quoi? Un chêne. Là, on a quelques frênes. On a ici, on verra un petit peu plus loin. Après, on va avoir des peupliers, quelques bouleaux et des merisiers aussi, des cerisiers sauvages. Et en fait, ce qui est très bien, c'est que ça crée un couvert pour la nature, pour les animaux. Et comme je vous disais, quand on coupe des arbres, on en fait des tas de rondins qui serviront ensuite d'abri aux hérissons ou aux campagnols, les campagnols qui servent de nourriture après aux buses et aux faucons cresserelles. Donc c'est aussi grâce à ça qu'on recrée les écosystèmes. Ça, en pourrissant, le bois fait venir tout un tas d'insectes, de champignons et qui recrée en fait toute une chaîne alimentaire. C'est ça qui est formidable dans la nature, il n'y a pas de poubelle, hein, tout sert. Tout se sert exactement, comme disait Lavoisier. Non, rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. C'est génial. Exactement. Ça, c'est de l'écologie aussi d'ailleurs. Hein. Ah ben c'est ça, et c'est ça qu'on veut mettre en valeur ici. Alors, on n'explique pas tout parce qu'il faudrait mettre des panneaux à chaque endroit. Mais voilà, quand on commence à regarder, quand on commence à s'intéresser, il y a des choses qui paraissent beaucoup plus évidentes. Ouais. Donc ça, c'est le premier écosystème. Voilà. Et c'est fabuleux. Je suis en train de penser, mais quand il va faire très chaud, ça va être fabuleux de venir là. C'est très bien. Oui, avec les canicules qui s'annoncent malheureusement chaque année, c'est sûr que là, ça permet. Voilà, tout à fait. Vous voyez, il fait déjà frais. Ouais. Et vous le savez sans doute, mais les arbres, avec l'évapotranspiration, abaissent la température de l'endroit où ils sont de quelques degrés. Et c'est vrai qu'avec le changement climatique, ça va être de plus en plus appréciable. Alors je disais tout à l'heure, on est dans un autre Versailles, c'est vrai que là on est loin du jardin à la française. Oui, c'est vrai. Alors il y a des endroits où on a quand même voulu un petit peu jouer avec les codes, on les verra peut-être tout à l'heure. Mais c'est vrai que oui, ici c'est la forêt. C'est la forêt. Voilà. Alors on va passer à un autre deuxième écosystème. Oui, on va aller voir maintenant la lisière. Ok. Bon, si on allait s'asseoir... asseyons-nous. Ça fait un moment que vous faites marcher là depuis. Mais on a pensé à tout le monde. Non, c'est bien. Et voilà, et on a construit ces petits bancs. Âgées pour... Voilà. Moi aussi, ça me fait du bien de m'asseoir un petit peu de temps en temps. C'est bien. Ouais. Là, c'est la clairière, ça. C'est ça. Ici, c'est la clairière. Alors, il y a un panneau là juste à côté qui permet de
de savoir où on visualiser, est ouais. et d'avoir une idée de quels sont les oiseaux, les insectes, Il les fera plus amphibiens chaud qu'on va voir. sous la canicule. Ah là, oui, oui. Oui. Bah, avec un peu de chance, si Avec un peu, quand voilà, le on peut soleil s'abriter est un là. peu sous les arbres. C'est ça. On parlait de, vous avez dit un mot, hein, de la faune, enfin, qu'on trouve ici. Alors, on entend les oiseaux, évidemment, il y a beaucoup d'oiseaux. Ah oui, oui, bah là on entend des troglodytes, on a entendu des pinsons tout à l'heure, des merles. Avec un peu de chance, on peut entendre et voir la fauvette à tête noire. Et alors, quand on a vraiment de la chance et qu'on vient assez tôt le matin, on peut voir des hérons. Ah bon? Ah oui, oui, on a des hérons là qui viennent pêcher dans le rue. Qui viennent pêcher, ah oui, dans oui, la rue, oui. Oui, oui. Quelques canards colverts aussi, de temps en temps. Qu'est-ce qu'on peut voir? On espère voir revenir le tarin des Aulnes. C'est un petit oiseau, grand comme un moineau, plutôt noir et jaune. Pourquoi le voir revenir? Parce qu'il migre ou... Non, mais parce qu'en fait, bah là, on n'en a plus trop. Ouais. Et on a pas mal d'aulnes. C'est l'arbre typique des cours d'eau en France. Et on en a par là, on en a là-bas, à côté des saules. Donc avec un peu de chance, il y aura peut-être des terrains des aulnes qui vont venir ici pour se nourrir. Ah oui. Oui. Bon, moi, j'aime beaucoup les oiseaux sauvages et il me tarde de voir revenir Alors, tous toi, ces tu spécialises oiseaux. les arbres, évidemment. Bah Ah oui, ça va avec. Ça va Ouais. avec. Ouais. Et puis, il y a des animaux terrestres aussi. Oui, je bien veux sûr, dire. bien sûr, bien sûr. On a aussi donc, les chevreuils. Ouais. On en a quelques-uns. Alors, on me demande souvent si ça abîme un petit peu les nouvelles plantations, mais moi je trouve qu'on peut vivre avec la nature, alors c'est pas très grave. Et on a des lièvres aussi qu'on voit souvent, on a des renards. Oui, oui, on a quand même pas mal d'animaux qui viennent chez nous, ou qui habitent chez nous d'ailleurs. Et qui habitent chez nous, et avec un peu de chance, voilà, si on est un peu curieux, si on a un peu de temps. C'est ça, si on aime la nature et qu'on aime flâner, qu'on aime se reposer et qu'on a envie de se laisser surprendre, on peut venir se balader le long du rue de Galie. C'est génial. C'est très bien, merci. Non, et donc c'est ouvert au public, c'est ouvert tous les jours, hein, Oui, oui, oui. Alors là, on est dans la partie qui est ouverte tous les jours, c'est le Grand Parc. C'est ouvert, alors les horaires changent, il faut regarder. Oui, il faut regarder les horaires. Mais oui, oui, c'est ouvert tous les jours, c'est gratuit, ça, il n'y a aucun problème. On peut venir en famille, entre amis. C'est une belle balade, hein. Voilà. Une belle balade, et c'est... une jolie balade qui fait 1,5 km à peu près. Donc on peut prendre le temps et on a installé des bancs un peu partout. Et qui sont beaux d'ailleurs. Et qui sont costauds. Et qui sont costauds, C'est des arbres qu'on a, c'est des arbres, ouais. qu'on a trouvé morts, qu'on a coupés, ça vient du coin. Oui. C'est local ça. C'est ça qui est formidable ici, hein. Tout est recyclé, quoi. Enfin, Oui, si c'est je ça, peux dire, c'est ça. Ouais. On est dans la nature. On réutilise tout ce qu'on peut. Voilà. Merci et bravo. Mais c'est merci pas à par vous, merci d'être venu. Merci beaucoup.